Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de la mise en place d'une stratégie d'acquisition gagnante basée sur les médias. J'ai le plaisir de recevoir Romain Leglève de NordVPN, Nord Security et Seili, qui est directeur des partenariats et affiliations. Salut Romain, tu vas bien? Hello Ronan, super et toi? Merci pour l'invitation. Merci de participer, je vais très bien également. Écoute, je te laisse la parole là et tu peux te présenter. Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? Et quel est ton rôle chez NordVPN? Moi, je suis un produit 100% affiliation, donc ça fait presque 10 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé côté éditeur, après côté agence et maintenant depuis presque 3 ans côté annonceur chez de base NordVPN, maintenant Nord Security et également du coup Saili. Donc peut-être pour resituer un petit peu l'entreprise et les missions. Bon, NordVPN, je pense pas que j'ai besoin de le présenter, mais on est un produit VPN extrêmement connu aujourd'hui en France, leader du marché, leader du marché mondial également. On a aussi des produits de cybersécurité sur la partie gestion de mots de passe et le cloud que sont NordPass et NordLocker. Et on vient de se lancer aussi sur le télécom avec l'eSIM sur Saili. Aujourd'hui, NordVPN, c'est une boîte lituanienne. Ça, il y a peu de gens qui le savent encore, en tout cas qui le découvrent, qui a été créée par deux Lituaniens qui ont toujours 95% des parts de la boîte. Toujours important de le noter. Donc, on a encore un peu cette ambiance, un start-up. Tu peux voir des gens en skate dans les bureaux. Enfin, c'est assez rigolo. Et pour ce qui est de mes missions, grosso modo, je vais être en fait la personne en charge de tout le marketing à la performance pour Nord Security sur les marchés français. Donc tout ce qui va être partenariat, et tu peux enlever l'influence. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi inviter un annonceur sur un podcast qui est dédié aux médias? Tout simplement car sans annonceur, en fait, il n'y a pas de monétisation. Et la monétisation, c'est un sujet qui revient très régulièrement sur ce podcast et qu'on explore beaucoup. Et je sais aussi que NordVPN, vous êtes très actif avec les médias, les partenaires affiliés. Donc je pensais que c'était important et intéressant de donner la parole de l'autre côté annonceur, pour comprendre les bonnes pratiques, peut-être les choses que vous aimeriez voir plus ou faire davantage avec les médias et les affiliés. Et donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'ai voulu inviter Romain de NordVPN. Et je pense que c'est encore une fois c'est très important de donner la parole aux annonceurs pour avoir leur vision des médias, des partenariats avec les médias. Voilà, c'est décrypter la stratégie d'un acteur important dans la performance et les partenariats. Tu as rapidement présenté donc NordVPN, Nord Security et Saili. Est-ce que tu peux nous établir un peu l'état des lieux du marché niveau concurrence? Alors, il y a plusieurs marchés, hein, il n'y a pas que le marché français, mais sur le marché, on va dire mondial, sur les pays western, on va être sur des marchés assez matures, généralement quand même dans l'utilisation du VPN, là où en Asie, on est encore en pleine croissance. Pour ce qui est de NordVPN, pour le marché français, on est sur une croissance à 2 chiffres pour 2024. Donc, ce qui est assez intéressant, puisque le marché, lui, n'est pas du tout sur une croissance à 2 chiffres. Donc, ça veut dire qu'on gagne des parts de marché auprès de nos concurrents. Je pense que le marché, si on devrait le splitter entre 4 acteurs, tu vas avoir... C'est des données qui sont dispo hein, sur notamment Google Trend. On a un bon split dessus, mais bon, tu vas avoir NordVPN, tu vas avoir évidemment Surfshark, qui fait partie du même groupe que nous. Et de l'autre côté, tu vas avoir aussi Cape, donc séparé en deux produits, que sont CyberGhost et ExpressVPN. Et tu as un cinquième aussi qui fonctionne plutôt bien, qui est une boîte suisse, qui est ProtonVPN, qui est un très bon produit et qui fonctionne très bien worldwide. Donc voici à peu près les 5, je dirais, acteurs majeurs aujourd'hui de l'actualité du VPN sur le marché français, mais tu les retrouves aussi dans à peu près tous les marchés western également. Et tous ces acteurs ont globalement la même stratégie d'acquisition que NordVPN, très centrée sur les partenariats, ou c'est une spécificité chez NordVPN? Aujourd'hui, tous les acteurs ont cette stratégie-là. Après, nous, on a été les premiers notamment à être très actifs sur toute la partie, non pas affiliates, mais influence, donc sur YouTube. Maintenant, tous les acteurs le sont et nous ont suivis là-dessus. Et c'est aussi important parce que sans YouTube, sans la notoriété, sans la brand awareness, c'est compliqué de faire de l'affiliation, c'est compliqué de faire du média. Si la marque n'est pas connue, concrètement, les ROI sont extrêmement mauvais. Et donc, c'est vraiment la combinaison des deux leviers qui, aujourd'hui, permet le succès du NordVPN, permet aussi le succès auprès des partenaires et permet aussi le succès auprès des influenceurs. Ok, très bien.
Donc, on va commencer par la stratégie d'acquisition à la performance de NordVPN. C'est quelque chose que vous avez mis en place depuis combien de temps? C'était dès le lancement du produit ou c'est quelque chose qui s'est mis en place par rapport peut-être au coût élevé d'acquisition en SEA? Je pense il y avait un de nos founders qui était interrogé il y a pas longtemps là-dessus. On lui demandait comment est-ce que vous avez fait pour vous autofinancer sur toute la partie marketing, puisqu'on n'a pas eu besoin de lever de fonds, hein, c'est des fonds propres à chaque fois. Et il répondait tout simplement du marketing à la performance. Donc, enfin, tout simplement, c'est énorme au final, mais au début, tu commences petit, après tu grossis. Je pense que le moment où tout a changé pour nous, c'est à peu près vers 2016, où il y a vraiment eu une demande en forte hausse du VPN, et ça a explosé, hein, je me rappelle à l'époque, enfin je me rappelle à l'époque, non, j'ai vu les chiffres de l'époque plutôt, et ils faisaient des articles, ils faisaient du 300 leads dessus, c'est fini tout ça maintenant aujourd'hui, mais je pense qu'en 2016, il y a vraiment eu ce combo influence into partenariat média qui a pu commencer, et après ça a été exponentiel et on a ce qu'on a aujourd'hui. La stratégie au final, elle est simple et complexe à la fois. L'idée, c'est d'être présent sur l'ensemble des requêtes qui touchent de près ou de loin l'industrie du VPN. Et c'est la même chose, hein, pour tous les produits de la marque. Et d'ailleurs, pour tous les produits du groupe qu'on peut avoir, donc tout ce qui va être hosting et tout, on va avoir la même strat. Donc, on va prendre toutes les requêtes SEO, que ce soit sur YouTube, mais ce soit aussi sur les SERP, hein, sur Google, et on va essayer d'apporter une réponse par rapport à ces requêtes-là. Donc, quand on parle affiliation, on va penser performance, on va penser contenu à monétiser. Mais tout ce qu'il y a derrière, donc tout ce qui va être contenu evergreen, c'est autant important que le contenu monétisable, parce que c'est ce contenu-là qui va permettre aux partenaires d'aller ranker sur la requête, d'aller prendre des positions importantes. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va être, et c'est là que c'est rigolo, on va dire entre guillemets, hein, sur le VPN, d'aller travailler tous les cas d'utilisation, tous les usages que les internautes, évidemment légaux, tout ce qui est légal est interdit, mais donc tous les usages légaux qu'on peut avoir autour du VPN. Et donc là, on peut aussi aller travailler avec des partenaires qui sont extrêmement niches, avec peu de trafic, mais qui vont avoir une très forte notoriété sur telle ou telle verticale. Tu peux nous donner un exemple d'un partenaire très niche mais qui convertit très bien? Enfin, un exemple d'industrie plutôt, pas forcément un nom d'un partenaire. Ouais, bien sûr, sur la crypto, par exemple. Ok. Donc la crypto, là, c'est le sujet chaud du moment pour trouver des influenceurs ou des youtubeurs, des médias. Non, ça l'a été il y a un an et demi plutôt. Donc ça a été une verticale qu'on a pas mal travaillé et qui a fonctionné plutôt très bien D'accord. pour le coup. La raison pour laquelle, enfin plutôt comment je suis rentré en contact avec toi, c'est via LinkedIn. Tu as posté il y a un mois un article, un post sur LinkedIn qui disait, donc je cite, quand certaines entreprises dépensent jusqu'à 80% de leur budget marketing en SEA, NordVPN c'est plus de 50% de l'acquisition via des partenaires. Influence, affiliation, bon, je vais pas lire tout le post, je le mettrai en référence, en description. Euh, Aujourd'hui, tu gères pas du tout la partie SEA, c'est notre équipe. C'est notre équipe qui va gérer la partie SIA. D'accord. Et quel est le... Donc, on a bien compris que c'est très important chez NordVPN, mais tu fais une différence entre influence, affiliation et YouTuber, mais tout ça, c'est à la performance. On va dire que les modèles sont différents. Sur YouTube, tu auras plus des modèles au CPM qui, au final, ont des offres de performance qui sont les mêmes que nous, mais qui vont avoir des modèles un petit peu différents. Et le métier est aussi différent. C'est un peu moins marketeux, il y a beaucoup plus de briefs à envoyer et on a aussi un petit peu changé notre fusil d'épaule. Ça demande beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait un département qui est vraiment dédié à cette partie-là. D'accord. Donc, vous faites pas appel à une agence extérieure spécialisée On peut en... travailler avec des agences, on peut travailler en direct, un peu comme la partie affil en fait au final, hein, mais on travaille avec des agences, on travaille en direct, ça va dépendre un petit peu des relations aussi, de la taille de l'agence. Mais peut-être pour revenir là-dessus, c'est aussi important pour qu'on comprenne aussi un peu la strat chez nous. Aujourd'hui, quand on cherche un petit peu à comprendre l'impact de ces leviers, puisqu'on n'est pas, on n'a pas, on peut pas le lire dans une boule de cristal, quand on demande aux internautes s'ils utilisent un VPN, comment ils ont entendu parler de nous, dans 28% des cas, ils entendent parler de nous la première fois par YouTube. C'est pour ça que l'importance de YouTube, c'est primordial chez nous, c'est stratégique, ça nous permet de faire de la noto. Et dans 17% des cas, ils entendent parler de nous via des articles, via des médias, via des bannières, etc. Et encore 17% des cas via la télé. Donc juste avec ces trois leviers-là, qu'on travaille à la performance, hein, on a des offres de perf dessus, on travaille aussi la notoriété. C'est pour ça que pour nous, c'est une priorité de les travailler parce que c'est là-dessus qu'on peut créer aujourd'hui de l'incrémental et c'est pas en faisant du SIA qu'on va aller faire de l'incrémental.
Le SIA, il faut savoir que alors surtout sur du VPN, c'est un levier qui est extrêmement coûteux. Je ne peux pas donner les CAC, hein, mais ça coûte énormément d'argent. Donc il y a une très forte concurrence. On le fait parce qu'on ne veut pas laisser de part de marché à nos concurrents. Il y a des requêtes qu'on veut tout savoir, évidemment. Donc là-dessus, on ne peut pas laisser la place à nos concurrents. Mais ce n'est pas la priorité dans notre stratégie. D'ailleurs, juste pour peut-être illustrer la chose, l'équipe PPC, c'est une équipe internationale. L'équipe influence, l'équipe affiliates, elle est ce qu'on appelle localisée. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui gèrent un marché entièrement. D'accord. Pour te montrer aussi la priorité chez nous. Donc aujourd'hui, tu travailles avec des youtubeurs, des influenceurs, éventuellement sur TikTok, sur Instagram. TikTok, Sur... pas trop, parce que ça cannibalise tous les leviers, en fait. Donc, Ok. en fait, TikTok, on a vite laissé tomber. Mais principalement YouTube, aujourd'hui, parce qu'avec YouTube, on peut toucher tout le monde. Et Twitch et Insta. D'accord. Et les médias, Et les médias. Beaucoup. comme Clubic, Frandroid, Tech, mais également des médias généralistes. Ouais, alors je vais peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a après qui vont me faire la gueule, mais oui, tous ceux que tu viens de citer, on travaille avec eux, les médias généralistes aussi, donc Le Parisien, Ouest France, Le Figaro, on travaille avec eux également. Après, on va dire qu'il y a des spécificités selon les médias, selon les verticales, selon les topics. On ne peut pas travailler de la même manière chaque média. Alors, si je dois donner un exemple très concret, sur du Ouest France, on va peut-être être plus sur une durée de vie faible, ou courte plutôt, des articles. Donc le but, c'est peut-être d'aller plus chercher du Discover et du Gnews, alors que sur tu parlais de Clubic, mais ça vaut aussi le coup pour Kéléops ou Frandro, hein, pour donner la parole à tous. Mais on va peut-être aller chercher des requêtes un peu plus froides, sur lesquelles les internautes vont aller chercher des informations. Donc un peu tout ce qui va être how-to. Ok, j'ai entendu parler d'un VPN sur Squeezie, mais ok, c'est quoi le VPN? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est légal? C'est quoi le meilleur VPN? À quoi ça peut me servir? Etc., etc. Donc, on va essayer de travailler cette pédagogie tout en allant chercher de la performance derrière. Donc, en essayant de maximiser le click rate sur toutes les pages où on va expliciter euh, les use cases, les usages, etc. Et je pense que cette notion de click rate, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'affiliation, mais l'affiliation, c'est quoi? C'est maximiser le nombre de clics pour maximiser derrière les performances. Plus on a de clics, mathématiquement, plus on a de perf. Et on a la chance d'avoir un produit qui transforme plutôt bien. Je pense qu'on en reparlera après, mais de par aussi toute la partie de stratégie d'attribution et de tracking qu'on a pu mettre en place. Tu travailles également avec des newsletters. Tu parlais de crypto pendant ces dernières années. Là, il y a eu énormément de newsletters dédiés à la crypto. Là, en ce moment, c'est la mode des newsletters dédiés à l'IA, à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous travaillez également avec des gens qui ont des bases email? Pas tant que ça. Email, ça fonctionne pas très bien pour nous. On Ok. va avoir quelques cas où ça peut fonctionner, notamment dans tout ce qui va être cours en ligne, par exemple, des cours en ligne, ce genre de choses, ça peut fonctionner. Mais sinon, le levier mailing, non, on ne travaille pas plus que ça. Par contre, l'IA, on le travaille. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'IA qui sont pas accessibles forcément en France, parce qu'elles sont en version bêta dans d'autres pays. Et donc, du coup, les VPN, donc c'est très niche, mais les VPN peuvent être utilisés pour y accéder. Hmm. Encore un use case, comme tu disais, d'utilisation. C'est infini, en fait. En fait, c'est infini, ça s'arrête jamais. Tu vas avoir des jeux vidéo qui vont sortir au Japon, tout ce qui est K-pop, enfin tout ce qui va être animé culture, Japan culture, on connaît en France, c'est extrêmement populaire. Donc il y a plein de gens qui veulent pouvoir accéder en premier, donc ils vont utiliser des VPN. Euh, Tu avais, il y a encore, je crois que c'est il y a un an, à peu près un an et demi, en Italie, il y a eu le gouvernement qui a décidé de bannir ChatGPT pendant 3 jours. Ils sont revenus dessus directement après. Mais pendant 3 jours, le marché italien, c'était 3 fois le marché US. Donc des cas d'utilisation, il y en a tout le temps. Et c'est ça aussi qui est bien avec le VPN, c'est que d'un point de vue marketing, on peut un petit peu s'amuser. C'est pas toujours la même chose, c'est pas redondant, et donc on peut attaquer pas mal de choses. Donc, ça fait partie de ton job de traquer ces signaux, éventuellement, et de dire, ah tiens, là, il y a eu un ban de ChatGPT, on a quelque chose à jouer. Ça fait partie de mon job. Il y a aussi des personnes en interne pour qui c'est vraiment le job, hein, d'aller nous partager ce genre de choses. C'est aussi le job de nos partenaires, parce que parfois c'est certains partenaires qui vont trouver une sorte de use case, un cas d'usage, etc., et qui vont nous en parler. On va voir que ça fonctionne et du coup on va l'intégrer directement après nous dans notre stratégie. Donc il y a pas mal de choses qu'on va essayer de mettre en place. Je pourrais pas te donner d'exemple parce que je trahirais du coup ce que certains partenaires nous disent, mais peut-être juste pour te donner ici un exemple quand même qui a bien fonctionné, c'est toute la partie expat, notamment pendant la coupe d'Euro pour des personnes qui voulaient regarder les matchs sur TF1 ou M6. On s'est rendu compte, alors, bien avant la Coupe d'Euro, mais
je trouve illustre plutôt bien qu'il y avait une énorme demande au final sur des Français à l'étranger pour comment regarder les chaînes françaises. Et donc là-dessus, on a pu travailler cette strat avec pas mal de partenaires. Alors c'est un cas qui est assez connu, mais après tu peux le splitter sur tous les cas d'usage qu'on peut mettre aujourd'hui en avant. Ça vient aussi parfois de certains partenaires. On n'imaginait pas que c'était aussi gros, on savait que ça fonctionnait, mais c'est grâce à certains partenaires qu'on a pu se rendre compte des cas d'usage qui étaient faits. Pourquoi? Parce que au final, les VPN, on ne sait pas ce que font nos utilisateurs de notre produit. On fait des recherches pour savoir un petit peu ce qui se passe, mais ça reste du déclaratif, et donc on se base sur du déclaratif. Mais pour être dans la précision, il faut qu'on demande à nos partenaires. Donc là aussi, la relation de partenariat, tu peux le voir, elle a un énorme apport, autant de notre côté que de l'autre côté. On est vraiment à l'écoute de ce qu'on va avoir comme retour à ce niveau-là. Autre exemple, on a lancé Sailly il n'y a pas longtemps sur toute la partie SIM. Et on a des partenaires qui nous ont carrément fait une veille concurrentielle sur les pricing. Et donc ça, on l'a remonté à notre équipe pricing. On leur a dit là, ça va pas du tout. On a des pricing qui sont pas bons. Là, il faut qu'on soit moins cher, etc. Et donc, ils auront vu toute la strate de pricing en une semaine pour fitter au retour qu'on avait de nos partenaires. Donc, encore une fois, c'est vraiment à double sens. On écoute vraiment ce qu'on nous dit, on prend les recos et on essaie de les intégrer après dans la roadmap. Alors, sur du pricing, c'est facile. Sur du tech, ça prend plus de temps, évidemment. Mais on prend vraiment tous les retours qu'on peut avoir de nos partenaires. Quels sont pour vous les avantages de travailler avec des éditeurs médias? On va peut-être un peu se concentrer. On a bien compris que vous travaillez avec des youtubeurs, des influenceurs, et des médias. Quel est le gros avantage de travailler avec des médias, comme on a cité, pour NordVPN? Je pense que l'avantage de travailler avec des médias, on en a un petit peu parlé, mais cette dualité à aller faire de la pédagogie et en même temps de la perf. C'est-à-dire que c'est des médias qui vont être prescripteurs, mais qui vont aussi permettre de convaincre certains internautes à aller prendre un VPN. Donc on arrive vraiment à toucher l'ensemble du tunnel d'achat, que ce soit en haut du tunnel ou à la fin du tunnel, via du média. Et on se rend compte, malgré tout ce qu'on peut dire, que c'est un levier qui reste assez autonome dans son attribution. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la data, le média, sur on va dire 100% de clics, ils ont plutôt 100% de ventes qu'il a touché. Je dis bien touché, pas finalisé. Il y en a 75% qui va finaliser. Donc et 75% qui va finaliser tout seul. Donc il n'y a aucun autre levier qui vont toucher. Et donc c'est vraiment un levier qui est autonome, qui est à part entière. Il y a des gens qui ne s'informent que sur les médias, qui ne regardent pas du tout des YouTube ou quoi que ce soit, et qui va permettre d'avoir une force, encore une fois, de prescription. Ça va nous donner de la crédibilité aussi. Et ensuite, on va aller pouvoir communiquer toutes les infos produits. Donc dès qu'il y a besoin d'une recherche, d'une information autour de NordVPN, de notre pass, ils vont nous permettre de créer cette notoriété aussi autour de la marque, mais aussi autour de la verticale. C'est aujourd'hui grâce à nos partenaires médias que, en tout cas, une partie du travail a été fait par eux, que les VPN sont aussi populaires auprès de la population. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, encore une fois sans citer de nom, hein, mais de mise en place d'un partenariat avec un média? Comment ça se passe de A à Z? Vous les contactez, ils vous contactent? Déjà, petite question, excuse-moi, avant, le programme NordVPN est dans une plateforme d'affiliation ou vous le gérez en direct? Il y a les deux, donc on va le gérer en direct et même le direct est connecté aux plateformes d'affiliation chez nous. Parce que faut savoir que chez nous, l'équipe, entre guillemets, partenariat affiliates, c'est 22 personnes. Donc c'est une petite agence à elle-même. Donc on préfère gérer nos partenariats en direct. Et donc, quel est l'intérêt de passer également par une plateforme? C'est pour les plus petits affiliés ou les affiliés en test? Non, 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 pas du tout. L'intérêt, je pense que pour nous, pour parler de NordVPN, hein, l'intérêt, c'est de gérer les partenaires type cashback bon plan, qui ont des spécificités, par exemple le cashback, toute la partie réclamation cashback, c'est compliqué à internaliser, ça prend beaucoup de temps, et donc on préfère passer par une plateforme. Parfois, ça permet aussi d'attaquer des marchés. Alors, le marché français, c'est pas du tout un bon exemple, mais si on veut attaquer, donc là, on a attaqué par exemple le Brésil, il y a de ça 1 an et demi. Et donc, ça nous a permis d'attaquer assez rapidement et d'activer assez rapidement des partenaires sur le marché. Donc, quand ils ont un ancrage dans un pays, c'est intéressant. Après, il y a d'autres avantages, hein, utiliser des plateformes d'affiliation. Je viens de chez Ewin, moi, auparavant. Donc, il y a pas mal d'avantages, notamment aussi de pouvoir avoir une facturation qui va être internalisée sur un seul process, etc. Ça permet de ne pas avoir à embaucher trop de monde aussi, hein. On n'a pas besoin d'internaliser, d'avoir des personnes qui travaillent sur ce levier-là. C'est beaucoup de boulot. Après, quand on est une boîte comme NordVPN avec un fort taux d'internalisation, on va dire qu'il y a moins d'intérêt de passer par des plateformes
aujourd'hui. Ok. Donc, je te laisse maintenant reprendre, excuse-moi, je t'ai coupé, sur la mise en place de A à Z d'un partenariat avec un média. Comment ça se passe? Ça se passe de plein de manières différentes. Ça peut être le partenaire qui nous écrit, ça peut être le futur partenaire, ça peut être nous qui leur écrivons. Ça va être dans les deux sens. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un premier test qui va être fait. On va essayer de décider des thématiques qui peuvent fitter avec, on va dire, le cœur de cible et les verticales qui sont mentionnées sur le site média. Et ensuite, on va aller regarder un petit peu les KPI qu'on va en tirer. Alors bon, il y a plusieurs modèles. Hein. On peut bosser au rev share avec du recurring, on peut bosser en fixe CPA, on peut rajouter du fixe fee pour commencer les partenariats. Le but, c'est qu'à la fin, on soit on target sur nos ROS. Donc, le ROS, hein, juste pour rappel, c'est les revenus divisés par les dépenses publicitaires, grosso modo. Donc chez nous, il faut qu'il soit compris entre 0,6 et 1. Donc si on arrive à être dans cette target-là, on est content. Ensuite, on va aller accompagner le partenaire. On a pas mal de support là-dessus sur toute la partie stratégie SEO. Alors parfois, ils sont assez gros, ils vont pouvoir le faire eux-mêmes. Parfois, on va aussi les aider. On va leur donner pas mal de contenu, des squelettes d'articles avec... je te parlais de l'IA, c'est un exemple, les jeux vidéo, c'en est un autre. Mais grosso modo, pas mal d'idées d'angles, niche ou pas niche d'ailleurs, sur lesquels ils vont pouvoir les ranker. On va les aider sur la partie architecture SEO. Donc, comment aller créer ce hub VPN, cette verticale VPN un petit peu, avec quel article, comment les construire, faire tout le maillage, etc. Donc ça, on est aussi capable de les aider. Donc, comme tu peux le voir, c'est pas que du partenariat. Tu as de la connaissance SEO, tu as aussi beaucoup de CRO. Comment est-ce que tu vas optimiser ton click rate sur tes pages? On va avoir des partenaires, généralement, quand ils commencent et qui sont pas hyper matures sur la file. C'est des click rates à 0,5%, 1%, donc c'est pas fou. Les très bons, ils vont être autour des 7%. Donc là, c'est des très bons click rates. Donc là-dessus, il y a aussi beaucoup de travail pour aussi trouver la bonne stratégie sur le média. Et puis aussi, comment est-ce qu'on va ramener du trafic sur tous les articles qu'on va créer. Bon, tu dois le savoir aussi bien que moi, mais le SEO, c'est pas instantané, donc il faut quand même qu'on ramène du trafic dessus au début. Donc voilà, comment est-ce qu'on va le faire avec eux? Donc il y a pas mal de choses qu'on travaille là-dessus. Et chaque strat, je pense pour le top 30, c'est une strat qui va être dédiée. On répète jamais ce qu'on fait chez un autre. Alors, tu as des petits tips que tu vas à droite et à gauche et que tu vas répéter, ou des sujets, mais en tout cas, chaque strat va être dédié aux médias selon ses spécificités aujourd'hui. Justement, tu parles de petites astuces que tu peux répliquer chez les médias. T'en as quelques-unes? Ouais, Par, ouais, ouais, par j'en ai exemple, quelques-unes. pour améliorer le taux de clic, tu parlais qu'avec les partenaires débutants, le taux de clic est assez bas. Comment tu fais pour augmenter un taux de clic sur une page, un affilié qui se pose sa question? Ouais, généralement, ça va dépendre. Enfin, en fait, la réussite d'un partenariat, il y a deux choses. Il y a le fait que le VPN soit intégré dans sa ligne édito. Si demain, j'ai un partenaire qui me dit, moi, je veux juste vous faire trois articles, c'est tout, et c'est pas du tout dans ma strat de développer le VPN, ça fonctionnera pas. Ça, c'est hyper important qu'ils aient la même volonté de partenariat à long terme, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, du coup, quand le partenariat est créé, qu'il y a cette volonté-là qui est partagée, comment est-ce qu'on va optimiser? L'un des recos qu'on fait, mais ça, tout le monde est au courant généralement, donc c'est pas, bon, si tout le monde ne le fait pas encore aujourd'hui, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, mais ça va être de créer ce qu'on appelle des widgets qui vont permettre de mettre rapidement en avant soit un partenaire avec des CTA qui sont optimisés, soit plusieurs partenaires avec un ranking, par exemple un top 3, hein, tu peux le trouver sur tous les sites tech généralement, et que tu vas activer sur l'ensemble des pages. On recommande toujours de les avoir en top page. Pourquoi? Parce que quand la personne va sur une page internet, ça c'est hyper important, il faut qu'elle ait la réponse tout de suite. Le reste, toutes les informations, tout le contenu, les 4000 mots qu'on va mettre pour ranker, c'est intéressant, c'est hyper important aussi, mais c'est quand la personne aura envie de scroll down, quand elle va aller chercher l'information. Mais si la personne arrive sur une page et qu'elle a une énorme image directe qui prend le truc, tu perds déjà toute une partie du trafic que tu es allé chercher sur du Google News, du Discover, du SEO ou je ne sais quoi. Donc c'est hyper important qu'on puisse mettre en avant les réponses qu'on recherche. Et l'une des réponses souvent que les internautes vont se demander, c'est quel est aujourd'hui le meilleur VPN? Point. Ou quel va être le meilleur VPN pour, je sais pas moi, iOS, Windows, ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est hyper important qu'on puisse mettre en avant la réponse tout de suite et qu'ensuite, si la personne est intéressée pour plus de détails parce que ça l'intéresse, elle est curieuse, elle puisse lire l'explication. Mais là, encore une fois, il faut que dans cette explication-là, la personne puisse rapidement lire les informations hyper importantes. Donc l'une des recos qu'on va donner sur du SEO Optimization, ça va être de pouvoir highlight les points importants et même de pouvoir faire du maillage interne sur ces points importants. Exemple, j'ai un paragraphe qui va parler de, je ne sais pas moi, comment connecter mon VPN ou comment l'installer. Je vais donc
parler de ça et j'aurai une phrase qui va linker à un tutoriel sur comment installer de A à Z le VPN sur son ordinateur, etc., etc., etc. Et c'est la même logique sur l'ensemble des contenus. Donc c'est beaucoup de travail, mais quand il est mis en place et quand on réussit à le mettre en place, ça vaut le coup. Aujourd'hui, quel est le volume d'affaires que l'affiliation représente, ou plus particulièrement l'affiliation, encore une fois, via les éditeurs, via les médias, par rapport à d'autres canaux d'acquisition? Est-ce que tu peux partager ce Ouais, chiffre? l'affiliation pure, c'est 25% à 30% selon les marchés. Donc en France, c'est plus proche des 30% de l'acquisition. Donc c'est notre premier levier d'acquisition devant du coup tout ce qui va être app mobile, donc tout ce qui va être advertisement sur l'App Store, ce genre de choses, devant l'influence du coup. Donc si tu mets influence plus partenariat média, tu as déjà 50%, 55% à peu près de l'acquisition. Et après, tu as le PPC qui arrive derrière. D'accord. Je te propose de passer aux bonnes pratiques. On a déjà un peu touché le sujet, mais tu as fait un autre post LinkedIn, cette fois-ci, c'était il y a presque un an, où tu disais pourquoi en fait, enfin, comment mettre en place des partenariats qui fonctionnent. Donc en gros, ma question c'est quelles sont les bonnes pratiques? Toi, qu'est-ce que tu aimerais que les publishers, les éditeurs sachent, comprennent et mettent en place pour travailler main dans la main avec un annonceur comme NordVPN? C'est une question très très large. Y a plus, enfin, de quelle bonne pratique on parle? La première bonne pratique à vouloir mettre en place, est-ce que c'est côté annonceur, est-ce que c'est côté média? Par exemple, côté annonceur, l'une des bonnes pratiques, je pense, que pour réussir sur une stratégie d'affiliation, c'est de pouvoir trouver, on va dire, un terrain d'entente qui permette une relation win-win et de confiance. Si vous n'avez pas cette relation-là de confiance qui est créée dès le début avec le partenaire, ou en tout cas après un certain temps dessus, c'est impossible de faire de la perf. Parce que le partenaire n'a pas envie de vous mettre en avant, parce que le partenaire, vous avez des délais de paiement qui sont beaucoup trop longs, donc lui, il perd du cash flow, etc. Donc, hyper important d'avoir une relation win-win, hyper important d'avoir de la confiance. Pourquoi? Parce que moi, les insights que mes partenaires vont me donner, je les utilise, je vais m'en nourrir. Mais pour qu'ils puissent me partager des insights, il faut qu'ils aient confiance en moi. Il faut qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent communiquer avec moi sans langue de bois, qu'ils puissent me parler des problèmes, des obstacles, et qu'on puisse ensemble les résoudre. Si demain ils sont pas capables de le faire, moi je suis pas au courant des points bloquants, je comprends pas pourquoi ma marque ils la mettent pas en avant, je comprends pas pourquoi c'est mes concurrents qui sont mis en avant. Donc cette relation, je pense que c'est la clé du succès entre guillemets un partenariat. Après sur les bonnes pratiques, aujourd'hui pour aller, on va dire, travailler un partenariat, en tout cas à la performance, c'est vraiment avoir cette logique de marketing à la performance. On a pas mal de partenaires parfois qui vont dire, mais nous, c'est pas notre rôle de vendre votre produit, nous, c'est pas notre rôle de faire de la perf, c'est pas notre rôle de faire de la conversion. Mais en fait, si, c'est votre rôle. Les partenaires qui vont nous dire qu'ils sont pas capables de le faire, c'est qu'ils ne savent pas optimiser le conversion rate depuis leur site. L'affiliation, c'est pas vendre un produit, ça, écrire un article, le vendre. Bon, tout le monde sait le faire. Par contre, tout le monde ne sait pas optimiser, encore une fois, les click rates sur une page. Et donc, en fait, quand un partenaire directement vous dit ça, tu sais directement que tu ne seras pas capable de travailler à la perf. Autre exemple, dans les bonnes pratiques, demain, je suis un site média, j'arrive devant un annonceur et je garantis un nombre de clics. L'annonceur, sauf s'il n'est pas mature, mais il sait que du coup, ça sera compliqué de travailler en affiliation. Pourquoi? Parce que personne n'est capable de garantir un nombre de clics. C'est impossible. Sauf si tu fais du social derrière, sauf si tu vas activer du display derrière pour aller mettre du trafic, mais qui n'est pas du tout quali. Et ça, après, nous, on est capable de le voir sur GA, etc. On voit le bounce rate, on voit le temps de lecture, etc., etc. Donc, encore une fois, la communication, elle doit être honnête, mais des deux côtés. Si tu as un média qui commence à, entre guillemets, vouloir nous la mettre aussi à l'envers et à faire du dirty sans nous le dire, etc., on va le prendre une fois, deux fois, trois fois, c'est terminé. On a eu un exemple là en France, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur un média sur lequel on leur a demandé de suivre correctement les règles. Ils l'ont pas fait une fois, ils l'ont pas fait deux fois. À la troisième fois, c'est fini. Et après, ils sont blacklistés chez nous. C'est dommage parce que on a la chance d'avoir des EPC qui sont hyper intéressants. Et nous, c'est pas ça qu'on veut créer. On veut aller créer de l'incrémental. On veut aller créer une relation win-win. On veut que ce soit aussi profitable pour le partenaire. Quand tu parles de bonnes pratiques côté, je pense que c'est aussi beaucoup annonceur, mais pour un partenaire, ce qui va aussi l'intéresser, ça va être de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que tu aies des EPC qui soient intéressants. Pour que tu aies des EPC qui soient intéressants en affil et en perf, il faut que tu aies un nombre de ventes qui soit intéressant. Pour que tu aies un nombre de ventes qui soit intéressant, il faut que tu aies une attribution qui soit
intéressante. Donc, si demain, je suis un annonceur, j'ai du SIA et je vais le dédupliquer avec la file, du coup, ça veut dire que, en fait, si le SIA finit la vente, la file perd la vente. Sauf que le SIA, même s'il finit pas la vente, son CPC, il l'a. Mais côté annonceur, des annonceurs, évidemment, ils préfèrent que du CPA parce qu'ils vont faire des économies là-dessus. Nous, c'est l'inverse. Nous, on a pris le parti de payer les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as du SIA qui rentre dedans. C'est pas grave. On paiera quand même la vente au partenaire. Même si le partenaire n'a pas finalisé la vente et que c'est le SIA qui a finalisé la vente, on va payer la vente au partenaire. Donc, on ne déduplique pas, entre guillemets. On le fait dans nos outils internes. Hein. Les chiffres que je t'ai donnés auparavant, les 30%, etc., c'est du dédupliqué. Mais à la fin, on paye aussi les ventes sur lesquelles ils touchent via du SIA. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est unfair pour les partenaires. Ils ont fait tout le travail de pédagogie, tout le travail d'out, tout le travail de contenu, et c'est un levier sur lequel tu actives une campagne, tu actives une IA qui va aller gagner la vente. On trouve que c'est unfair, et c'est pas ce levier-là qui va aller créer de l'incrémental. Alors évidemment, quand tu parles à Google, ils vont parler de LTV, ils sont capables d'aller chercher des requêtes, mais ces requêtes, elles existent parce que de base, tu as eu une influence qui a été faite de par la télé, de par l'influence, de par le média. Et donc c'est ces leviers-là qui vont créer l'incrémental, c'est ces leviers-là qui vont créer ensuite les recherches SEO, et c'est ces leviers-là qui vont créer ensuite la valeur. Et donc ça, si c'est pas intégré à la stratégie de l'entreprise, dans, encore une fois, son système d'attribution, et donc son tracking et les technologies qu'elle utilise, il y aura un problème derrière, et donc du coup, ce sera compliqué d'aller développer les partenariats, l'affiliation. Et peut-être dernier point en termes de bonnes pratiques, en tout cas côté annonceur, lancer une campagne display programmatique, SIA, je ne vais pas dénigrer les leviers parce que c'est aussi des leviers qui sont importants, mais entre guillemets, c'est facile. Hein, on l'active, on a une strat, on va chercher certaines verticales, strates de population, etc. Pour créer aujourd'hui une stratégie d'influence de médias performante, ça c'est pas en 2 secondes, ça prend du temps. On va pas avoir un succès tout de suite. Il y a des partenaires, on a mis un an et demi avant d'avoir un résultat. Donc il faut avoir confiance dans le partenaire encore une fois. Il faut qu'il y ait une volonté qui soit partagée. Et c'est cette confiance qui nous donne aussi envie d'investir et de créer le partenariat. Et donc ça prend du temps. On n'a pas des retours sur investissement tout de suite, mais une fois qu'on a trouvé la manière de fonctionner avec le partenaire par rapport à son audience, c'est worth it. On parlait de PC, donc earning per click. En gros, chaque clic qui redirige d'un média vers NordVPN, combien ça rapporte au média. Il est de combien chez NordVPN en moyenne? Ça dépend. Je pense qu'on est entre 2 et 3 euros en moyenne. Parfois, ça peut descendre, parfois, ça peut monter. Ça va dépendre en fait de ce que le partenaire fait et comment il nous met en avant. Si demain, le partenaire décide de nous mettre en display sur son site et qu'il nous envoie directement du trafic display ou une section téléchargement, les EPC vont dégringoler parce que c'est pas du tout des leviers à la performance là-dessus. Si demain le partenaire fait que du comparatif par exemple, ou va aller chercher que des requêtes intéressantes d'un point de vue contenu froid, on aura des EPC entre 2, 3, 4 $, ça va dépendre. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Non, mais c'est sûr que le VPN, c'est dans la strate, hein, mais tout ça est logique. On fait en sorte d'avoir des EPC qui sont élevés parce que plus les EPC sont élevés, plus on va rentrer aussi intrinsèquement et donc naturellement dans les stratégies édito de nos partenaires. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on le fait. Ils le font pas gratuitement, on n'est pas naïf, mais c'est grâce à ça qu'on peut aussi les mettre en place. Encore une fois, hein, c'est vraiment cette logique win-win. Il faut que le partenaire il ait envie de s'investir chez nous. Il faut qu'il ait aussi envie de s'investir sur la verticale. Donc ça, il faut pas que ce soit une verticale qui traîne que pendant 3 mois. Il faut que ce soit sur la longueur. Et nous, on est aussi garant de cette longévité de partenariat. On a aussi la chance d'être sur un marché qui est porteur. Ça, faut pas se leurrer, et d'avoir aussi des coûts de marge qui sont très faibles. On reste sur du software, sur du cloud. Donc évidemment, c'est des milieux sur lesquels les marges sont très élevées. On n'est pas sur du retail, donc c'est aussi beaucoup plus compliqué sur du retail. Même sur du télécom, là on le voit sur Sailly aussi. C'est vrai qu'on a des EPC qui sont beaucoup moins bons. On est beaucoup moins agressif parce que la typologie, les marges sont beaucoup plus réduites. Donc je pense qu'il y a aussi la verticale de l'annonceur qui va aussi beaucoup influencer le succès ou non de sa pratique d'affiliation. Et votre CPA, il est au paiement ou c'est à l'installation? Comment ça se passe? Vous avez plusieurs programmes? Non, le CPA, il est au paiement. Donc, quand on prend NordVPN ou même NordPass, tous les produits du groupe, c'est un abonnement de 1 mois, 1 an ou 2 ans, règle générale. Et donc, du coup, on va aller payer. Donc, on paye tout l'abonnement, on paye les 2 ans directement, c'est pas par mois. Et donc, là-dessus, le partenaire va toucher soit un rev share, soit un CPA, selon
les négociations qu'il a pu avoir avec nous, qui vont dépendre principalement de la qualité de client qu'il va nous apporter, à savoir du coup la basket value, donc l'IOV, donc le montant de l'achat de l'internaute. Plus évidemment il est élevé, plus on est capable, nous, d'aller investir. Pourquoi? Parce qu'on va être capable d'aller chercher nos KPI de ROS dessus. Ok, très bien. Donc on a fait un bon tour là sur les bonnes pratiques côté annonceur. Côté média, alors c'est un peu délicat parce que toi tu es annonceur, mais si tu avais un message là pour les médias, pour les éditeurs qui veulent travailler avec NordVPN, quel serait ton message principal? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je pense que c'est un peu la même chose que côté annonceur, mais je pense que la réactivité et la flexibilité, c'est deux des raisons d'un succès, en tout cas des partenaires avec lesquels on travaille. Pourquoi? Parce que parfois tu vas avoir un use case qui va se débloquer sur un week-end, et donc il faut être capable de publier un week-end. Flexibilité parce que il y a certains annonceurs, enfin certains pardon, médias qui vont avoir des CMS entre guillemets vieillissants, hein, je vais pas les juger, mais le problème de ça, c'est que du coup, d'un point de vue CRO, d'un point de vue UX, ils sont pas capables d'avoir quelque chose qui soit optimisé, et donc du coup, ils perdent beaucoup de revenus. Nous, on a des petits partenaires qui ont peu de trafic par rapport à des très gros, mais du fait qu'ils soient flexibles d'un point de vue dev, vont réussir à aller faire du volume autant qu'un gros médiathèque. Donc c'est hyper important qu'on puisse demain être flexible d'un point de vue dev là-dessus. Je pense qu'ensuite, l'honnêteté, ça va dans les deux sens. Un partenaire qui est honnête, c'est un partenaire dans lequel on a envie d'avoir confiance, dans lequel aussi on a envie d'investir. La relation va aussi nous donner envie d'investir là-dedans. Tu parlais de Clubic, tu parlais de Keleops, tu parlais de Frandroid, c'est des groupes avec lesquels on travaille historiquement et sur lesquels il y a des relations qui sont, j'ai envie de dire, extrêmement proches, parce qu'on va être, encore une fois, à l'écoute, mais ils sont aussi à l'écoute de ce qu'on va leur dire, de quand ça va pas, et de quand ça va aussi, hein, il faut savoir dire quand ça va, c'est extrêmement important. À côté de ça, non, je pense que ce sera tout. Il y a évidemment la relation win-win, mais encore une fois, on en a déjà parlé, ça va des deux côtés. Mais peut-être juste quelque chose qui peut, moi, parfois, en tout cas, nous embêter, c'est cette connaissance, en tout cas, du marketing à la performance. Et on a du mal à développer certains partenaires qui ont pourtant du potentiel, hein, d'un point de vue intérêt média, parce qu'ils ont, encore une fois, ce CMS qui va être vieillissant. Ils ont une organisation qui est très pyramidale, donc les choses prennent beaucoup de temps. Les médias aujourd'hui qui travaillent le mieux et avec lesquels ça fonctionne le mieux, c'est aujourd'hui un des médias qui ont une orga qui va être, j'ai envie de dire, très oui, horizontale au final, et qui vont avoir beaucoup de flexibilité dans leur organisation, non pas que technique, mais aussi sur la partie édito, ce qu'ils veulent mettre en place, comment ils veulent mettre en place, les choses vont très vite. Et ça, je pense que c'est aussi important qu'on puisse l'avoir d'un point de vue édito pour en tout cas réussir sur le marketing à la perf. C'est pas en faisant un article qu'on va faire du marketing à la performance, c'est en créant plusieurs articles, c'est en travaillant la verticale, c'est en faisant du SEO. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que ça fonctionne, mais encore une fois, quand c'est monté, après que ça a fonctionné, donc ça prend bien 6 mois à mettre en place, je pense qu'il y a bon nombre de partenaires médias qui pourront confirmer, mais la pocket affiliation, elle est assez énorme. Ça fait du bien d'entendre ce discours de partenariat de long terme, il n'y a pas de recette miracle de la part d'un annonceur, parce que souvent, en fait, les affiliés et les médias sont contactés par des annonceurs, et l'annonceur pense qu'il suffit de mettre du frais fixe et d'avoir un programme d'affiliation pour on publie un article et le lendemain, on commence à générer des ventes, ce qui est rarement le cas, parce qu'encore une fois, tu l'as souligné, en SEO, ça prend du temps. Donc je trouve que ton discours est typiquement un discours que les médias veulent entendre également. Donc j'ai aucun de mal à comprendre pourquoi ça fonctionne bien chez NordVPN, ces relations entre annonceurs et affiliés. Et pour le coup, tu vois, je m'étais dit ce podcast, cet épisode inspirera les médias, mais je pense que ça pourra également passer un beau message aux annonceurs qui veulent se lancer dans l'affiliation et qui savent pas trop comment gérer les relations avec les médias. Donc ouais, c'est une bonne approche. Est-ce que, en toute franchise, quand vous avez démarré, vous pensiez aussi que ça allait être plus rapide, ou vous vous êtes rendu compte petit à petit que effectivement le potentiel de l'affiliation est là, il est énorme, mais que finalement ça prend du temps? D'un point de vue historique, non, on a eu de la chance parce qu'il y a eu le marché du VPN a commencé à boomer autour de 2015-2016, et donc au final, à l'époque, faire de la conversion sur du VPN, c'était assez simple. Aujourd'hui, le marché est devenu mature, le nombre d'acteurs a été multiplié par 10, par 100, j'en sais rien. Enfin, donc
on travaille avec énormément de personnes et donc évidemment les volumes sont plus les mêmes. Après, les CPA ont aussi évolué. Pourquoi? Parce que autrefois, on avait toute cette partie renouvellement qui était très faible. Aujourd'hui, la base client de NordVPN, elle est assez énorme. Et donc, toute cette partie renouvellement nous permet de financer l'acquisition, qui reste extrêmement importante chez nous. Et donc, si tu veux, les EPC, au final, n'ont pas trop bougé, mais le nombre de ventes, lui, n'est plus le même. Donc, on va dire qu'on est sur deux périodes un peu différentes. On est plus en haut de la courbe qu'au début sur NordVPN, alors que sur du NordPass, tu vois, sur du gestion de NordPass, on est plus en bas de la courbe. Mais ça prend plus de temps pour le coup. Donc, pour répondre à ta question sur du NordPass, on est sur un produit qui reste très techy et donc, du coup, qui demande beaucoup plus de patience aujourd'hui pour faire de l'affiliation. Donc, encore une fois, je parlais de verticale, hein, mais la verticale, chaque verticale est différente. Il faut pouvoir savoir s'adapter à celle-ci, savoir ce qui fonctionne. Donc, c'est le rôle de l'annonceur, mais c'est aussi le rôle je pense, du média. Et je pense qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on apprend beaucoup à s'écouter les uns les autres, que ce soit côté média, mais aussi du côté annonceur. Moi, j'en apprends tous les jours grâce à nos partenaires et pour ça, je les remercie. Je pense qu'ils en apprennent aussi grâce à nous tous les jours aussi. Et encore une fois, cette relation, je travaille de long terme, mais de partage d'un côté comme de l'autre, ça nous permet aussi de construire la strat marketing. Ça nous permet d'avoir des insights, ça nous permet de comprendre ce qui fonctionne pas, de mettre en place une stratégie de trafficking aussi, un peu comme on pourrait faire sur du programmatique, hein, sur lequel on va vraiment aller chercher à comprendre en profondeur ce qui fonctionne sur le site, sur lesquelles pages on va avoir de la monétisation, sur quelles pages on a du trafic, sur quelles pages on a du trade, sur lesquelles on n'en a pas. Enfin, on a vraiment cette logique de CRO sur l'ensemble des sites, comme tu pourrais le faire sur de la programmatique au final, mais on fait ça en mode affiliation. Super. Très bien, très clair. Quel est selon toi alors peut-être pas les futurs, mais les tendances là que tu vois se dessiner sur le marketing et les partenariats à la performance dans le cadre peut-être du marché VPN pour recentrer un peu la question. Quelles sont les tendances que tu remarques? Je sais pas si c'est lié au marché VPN. L'une des tendances qu'on nous remarque, c'est que il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une qui est liée à Google, mais je vais finir par elle. Je vais plus parler de la programmatique en premier, qui est aujourd'hui, je pense, un levier qui est en forte, de toute façon, on le voit dans les chiffres, hein, mais qui est en forte décroissance. Et certains médias, on va dire, basaient le cœur de leur stratégie, en tout cas là-dessus. Donc, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à cette brique affiliation pour diversifier leur monétisation, mais aussi pour compenser la perte de revenus qui peut être liée du coup à une baisse de revenus et une baisse de la performance de la programmatique qui va être liée notamment à la RGPD, mais à pas mal d'autres choses aussi. Donc ça, c'est la première chose. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires, ou en tout cas de médias, qui ne savent pas comment travailler cette partie affiliation, performance, et qui pensent que c'est facile à mettre en place juste en faisant quelques articles, en mettant quelques CTA, etc. Et qui prennent pas le temps de comprendre encore une fois, comment optimiser ses click rates sur les différents articles, les différentes pages, etc. Et donc, en fait, créer cette arborescence vertueuse du marketing à la performance. Donc ça, c'est le premier point, qui peut être un point, je pense, aujourd'hui bloquant et une tendance, en tout cas, qui va se confirmer dans les prochaines années. On le voit, hein, il y a de plus en plus de gros médias qui sont intéressés et il y a des solutions sur le marché. Je ne vais pas mettre de nom parce que je pense pas que ce serait faire pour d'autres, mais voilà, il y a des acteurs aujourd'hui qui proposent des solutions qui permettent d'ajouter des CTA, d'ajouter des widgets assez rapidement et pour le coup qui fonctionnent très bien. On travaille avec eux, on voit leurs résultats et c'est intéressant. Alors évidemment, quand vous l'internalisez et quand c'est du homemade et que c'est bien fait, c'est encore mieux. Mais quand on ne sait pas par où commencer, je pense que c'est une très bonne solution. Et c'est sûrement une tendance aussi qui va, je pense, s'accélérer dans les prochaines années. La deuxième tendance, c'est nos amis Google qui l'a créé un petit peu autour de l'intelligence artificielle, des recherches. On avait les requêtes de SGE qui sont maintenant AI Overview, qui sont aujourd'hui présentes aux États-Unis de manière partielle en tout cas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Google va pousser des résultats de requêtes qui sont créés par l'IA et donc l'IA va aller scraper du contenu et le mettre en avant. Ça crée des problèmes autour de la propriété intellectuelle notamment et de concurrence déloyale. Donc, ça n'arrivera pas tout de suite en Europe. Après, certains sont alarmistes, nous on l'est un petit peu moins parce qu'on voit ce qui se passe aux States. Au final, en termes de performance et de revenus, il n'y a pas de moins 50%, il n'y a pas de moins 30%, il n'y a pas de moins 20%. Ça, on voit pas ce genre de tendance, ça n'existe pas encore pour le moment. Après, c'est quand même inquiétant parce qu'il ne faut pas que Google prenne le travail de nos amis médias, mais ne pas oublier que deux choses. Le premier, c'est que l'affiliation aux États-Unis, c'est énorme.
C'est un gros marché. Et deuxièmement, Google, pourquoi ils sont passés de SEO à AI Overview, donc SEO, c'était absolument le but, c'était de le mettre sur toutes les requêtes. C'est qu'ils ont vu qu'ils ont eu un gros drop sur les requêtes SIA, puisque ça arrivait parfois en dessous et les gens cliquaient beaucoup moins. Et donc le SIA, c'est qu'il faut pas oublier que c'est quand même leur cœur de métier, c'est leur vache à lait. Et une baisse de revenus là-dessus, ça ira pas. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé, j'ai envie de dire, la manière de travailler avec, de lier les deux, à savoir le SIA, donc la performance des campagnes SIA liées à des requêtes générées par l'IA à date. Donc c'est les deux grosses tendances, on verra un petit peu comment ça se passe. On n'est pas forcément inquiet, nous, parce que, encore une fois, l'affiliation, c'est un levier qui est très fort aujourd'hui aux States. Par contre, sur quoi on est inquiet, c'est la manière dont les requêtes sont faites. Alors, ça, c'est plutôt du moyen et long terme, hein, mais aujourd'hui, sur la Gen Z, ils vont demander à Hello Chat, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le meilleur VPN? Et c'est Chat qui va leur donner, donc Chat GPT, pardon, qui va leur donner les résultats. Donc, c'est une nouvelle manière de consommer, c'est une nouvelle manière de rechercher. Ils sont plus en train de taper les keywords, même s'ils le font toujours. Il y en a beaucoup qui le font plus, et qui vont utiliser les IA pour, du coup, leur donner directement les résultats. Donc, il y a des questions qui se posent là-dessus. On n'a pas les réponses. On verra comment le web va évoluer là-dessus. On n'y est pas encore. Tu parlais des States et donc des États-Unis. Vous vous inspirez beaucoup du marketing à la performance Ouais. du marché américain et tu trouves est-ce qu'il y a des différences entre les deux marchés, le marché européen et le marché US? Non, 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 il n'y a pas de différence. Honnêtement, c'est très similaire d'un point de vue strat, ce qu'on fait là-bas et ce qu'on fait ici. Après, il y a des use cases qui fonctionnent plus ou moins dans certains pays. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le contexte qu'il peut y avoir, le contexte politique et géopolitique qu'il peut y avoir, bon, il peut y avoir des tendances sur certaines, on va dire, cas d'usage. En tout cas, les gens ont de plus en plus peur de se faire traquer en ligne. Mais non, globalement, c'est la même chose aux States que chez nous. Et on va même s'inspirer de ce qu'ils font parce qu'ils sont très souvent en avance sur les cas d'usage, sur les stratégies. Ils sont assez innovateurs. Et même en termes de keyword difficulty, on peut voir le futur un petit peu aux États-Unis. C'est cliché hein, de dire ça, mais c'est réel. On le voit, nous, sur la verticale du Sun Mode Pass, on voit vraiment qu'on est 2 ans, 3 ans en retard par rapport aux States. C'est la même chose sur l'eSIM. On a 2, 3 ans de retard parce que là-bas, sur le l'eSIM, aujourd'hui, les iPhones, ils ont plus de SIM physique. Donc c'est hyper, c'est très connu et c'est hyper récurrent d'avoir une eSIM, de prendre son eSIM avant d'aller voyager, etc. Donc ils sont déjà habitués. Donc on voit le futur. C'est pas quelque chose qui existe encore sur les pays européens. Même si on peut mettre des SIM sur nos téléphones, on a encore des SIM physiques, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc, encore une fois, oui, on s'aide beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, tous les tests qu'on va faire en A/B test se font en premier aux States et ensuite dans les autres pays. Et tu dirais que pour les médias, c'est une bonne idée également d'espionner un peu leurs confrères américains pour voir des use cases ou des inspirations. Totalement. Ouais. Totalement, parce que nous, on le fait. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore envoyé un article américain qui sont sortis aux States, sur lequel on ne communiquait pas du tout en France. Et je l'ai encore envoyé à certains partenaires pour qu'ils le mettent en avant. Donc, et je l'ai trouvé aux States. Donc, non, non, totalement. C'est hyper intéressant ce qu'ils font. Ils ont des gros médias comme TechRadar qui sont des mastodontes et qui sont pas des dieux de l'affiliation, mais un petit peu quand même, ils sont en termes de CRO, ce qui est fait là-bas, c'est excellent. Donc, message à tous les médias, vous prenez pas la tête, copier-coller ce qui se fait aux US, mais En rajoutez termes, la petite touche franchouillarde. En termes de CRO, quand on comprend les messages et la stratégie qu'il peut y avoir dans ces médias, ouais, non, vraiment, ils sont très bons. Mais Après, bien les entendu, médias français sont très bons aussi, pour le coup. faut toujours adapter après aux différences culturelles du pays, à l'audience, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de bonnes pratiques, les US, ils ont toujours de l'avance et c'est vrai que ça fait très cliché de dire ça, mais c'est le cas, quoi. C'est la vérité. C'est Ils le sont. cas. C'est la réalité. Ouais. Ok. Tu parlais de Saily, effectivement, donc l'eSIM super pratique quand on voyage. Pas très connu en France, effectivement. Moi, je l'ai découvert, et pourtant je baigne un peu dans la tech, mais je l'ai découvert récemment. Votre stratégie, elle va être différente au niveau partenariat affiliation, ou vous comptez un peu copier-coller pour voir comment ça réagit et adapter après? Il y a des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui. Après, il y a aussi des différences parce qu'on est sur une verticale qui est différente, donc le travel. Et donc, on va pouvoir aller travailler beaucoup plus aussi de l'influence sur de la logique affiliation que ce qu'on peut le faire sur peut-être du VPN, donc notamment l'Instagram par exemple. Après, sur la strat en elle-même, non, ça va être assez similaire.
encore une fois, how to, aller chercher les requêtes qui sont où il y a un intérêt et puis aller créer de l'intérêt. L'intérêt, c'est facile de le créer, c'est quels sont les avantages d'une eSIM. Donc là-dessus, il faut faire de l'influence, de la télé, pas mal de choses, du média. Et derrière, ça crée des demandes de requêtes autour de l'eSIM. Et donc, on va aller targeter ces requêtes-là pour être sûr qu'on soit l'annonceur qui va être le plus mis en avant par rapport à ça. Donc non, au final, ça revient au même. Alors, c'est très simple, hein, dit comme ça, en résumé, en 2 minutes, c'est très compliqué à mettre en place. Et encore une fois, on est encore en train de travailler sur le tracking parce que pour nous, on n'est pas satisfait. On trouve que les EPC sont pas bons. Donc, on essaie de faire en sorte qu'ils soient meilleurs et de faire en sorte que les partenaires ensuite puissent s'y retrouver par rapport aux investissements et des coûts qu'ils vont avoir à développer cette verticale-là. Donc, non, ça va être la même, en tout cas, c'est la même idée derrière, mise en place un peu différemment parce qu'on a besoin de s'adapter, of course, à la verticale. Encore une fois, j'aime beaucoup ton discours parce que tu dis l'EPC, il est pas satisfaisant. Et parfois, quand on entend ça chez les annonceurs, ils prennent leur téléphone, ils appellent les affiliés, ils disent ouais, qu'est-ce que c'est ce earning per click. Alors que vous vous dites d'abord en interne comment on peut faire pour l'améliorer. Et je pense que là, c'est vraiment la clé en fait. S'il y a un annonceur qui arrive à prendre sa part de responsabilité et à se dire ok, on y va, on essaie d'améliorer le taux de conversion, on essaie d'améliorer le PC, etc. Là, ça peut vraiment faire une différence dans les partenariats. Ouais, clairement. Attends, je change juste de salle du coup. Pas de problème. Bah, de toute façon, on arrive sur la fin de cet épisode. Dernière question, peut-être avant de passer aux questions de fin. Dernière question perso. J'ai l'impression que les VPN, ils sont tout le temps en promo, des moins 50, moins 70%. Quelle est la stratégie là? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que non, parfois on paye vraiment plein pot? Non, 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 il y a toujours une promotion qui va être mise en place, mais c'est des pricing qui sont mondiaux. D'accord. Donc, c'est-à-dire on a les mêmes pricing partout dans tous les pays. Mhm. D'accord. Donc c'est plus un effet marketing C'est, pour alors après, tu payes plein pot quand tu renouvelles ton abonnement. ouais. Donc c'est vraiment le premier achat qui va être en réduction. Mais après, quand tu renouvelles ton abonnement, là, tu payes plein pot. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Romain. T'as encore 10 minutes devant toi? J'ai encore 10 minutes, j'ai une nouvelle salle, donc y a pas de sujet. Ok, super. On va passer aux questions de fin. Alors, c'est des questions rapides, mais si tu veux élaborer et prendre le temps, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire une réponse rapide, tu peux aussi. Euh, Première question. Quel est l'outil ou le service que tu rêverais d'avoir là pour faciliter ton travail avec les affiliés et les partenaires et qui n'existe pas encore? L'outil que je rêverais d'avoir, ce serait d'avoir une sorte de publisher discovery qui me permet. Il y en a, mais il y en a aucun qui sont encore très bons, je trouve, qui nous permettent d'avoir une sorte de répertoire selon les thématiques, les besoins, etc., de tous les affiliés qu'on pourrait trouver, et donc qui nous permettrait de les contacter assez rapidement. Notamment, tu vois, autant pour nos VPN, je pense qu'aujourd'hui on a tout le monde, hein, on a autant d'affiliés qu'Amazon à peu près, notamment sur le marché français. En tout cas, on travaille avec les mêmes. Mais tu vois, sur un Sailly, c'est nouveau pour nous, c'est une nouvelle verticale, c'est une verticale en devenir, et on n'a pas encore cette capacité, donc ça prend du temps à aller trouver ce qui fonctionne pas, etc. Alors que si demain on avait un outil qui, en gros, on tape ici une verticale et qui nous sort d'un seul coup tous les partenaires qu'il peut y avoir et qui peuvent être intéressés et qu'on peut les contacter assez rapidement avec quelque chose d'assez automatisé, je pense que ça pourrait aider énormément d'affiliate managers à pouvoir, en tout cas, avoir un premier contact. Après, il n'y a pas que ça, hein. Là, on parle d'outreach, mais c'est sûr que de l'outreach, ça prend du temps. Moi, j'ai de moins en moins de temps de le faire, donc ça pourrait être un outil qui me changerait la vie. Et tu dis qu'il existe des outils déjà, Il y a particulièrement. des outils, Publisher Discovery, ce genre de choses qui existent, mais il y a rien de puissant, il y a rien d'automatisé comme moi j'aimerais le souhaiter. Et il y a pas encore, c'est pas encore possible. Il y a un outil sur de l'influence qui fonctionne plutôt bien, ça s'appelle Wisdeo, et qui est extrêmement puissant pour les annonceurs et qui permet d'aller chercher justement des youtubeurs par vertical ou des instagrammeurs par vertical, par nombre d'abonnés, par nombre de vues moyens, par taux d'engagement, pas mal de choses avec des prix estimatifs. On peut les contacter directement depuis cette plateforme. Enfin, la plateforme va les contacter parce qu'ils ont les mails. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et dans cette idée-là, ce serait bien qu'on ait ce genre de choses en tant qu'annonceur. Ok, très bien, intéressant. Quelles sont les tendances du marketing à la performance qui te stimulent le plus en ce moment? Les tendances qui me stimulent le plus. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ta question? Qu'est-ce qui,
Aujourd'hui, tu arrives au bureau, tu te dis, ok, je vais travailler avec ce genre de partenaire ou j'aimerais mettre ce genre de choses en place. C'est pas vraiment, c'est encore petit en ce moment, mais tu sens qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que tu viens de dire, donc essayer d'imaginer le partenaire et ce qu'il peut apporter et en gros combien on peut investir. Et encore une fois, c'est une prise de risque d'un autre côté parce que généralement, on est obligé de le faire au début pour lancer le partenariat. Et la deuxième chose, c'est sortir un petit peu de ce qui peut exister en affiliation. En fait, moi, j'aime pas trop le mot affiliation. Je trouve qu'il fait trop référence au cashback, au bon plan et à aux pratiques qu'il y a pu avoir en 2015, etc. Moi, j'aime bien le mot, enfin, l'expression marketing à la performance parce qu'au final, tout ce qu'on fait chez nous, c'est de la perf. Mm. Et en affil, nous, on fait du PPC, on fait du display, on peut avoir un peu d'emailing parfois, on peut travailler l'ensemble des leviers qui sont à nos dispositions, on fait du YouTube, enfin, on peut vraiment tout travailler en faisant de l'affiliation. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est sortir des sentiers battus et créer un partenariat basé sur, entre guillemets, une logique affiliation, marketing à la performance, et faire en sorte qu'elle fonctionne pour nous, comme pour l'annonceur, comme pour l'éditeur, pardon, alors que c'était pas du tout dans le cœur de sa stratégie. Donc, aller planter cette petite graine, ça prend du temps hein, à grossir au début et à arroser, et à la faire grandir, et ensuite à la fin, à avoir un arbre qui pousse devant nous. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement je trouve rewardant, ça fait beaucoup de bien et on est très heureux quand ça arrive. Ça arrive pas tous les jours, mais quand on crée ce genre de partenariat, je pense que c'est un bel accomplissement. Top. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Tu as dit que tu as travaillé en tant qu'éditeur également avant d'être chez NordVPN. Ouais, alors j'étais côté code promo à l'époque, c'était juste après mes études chez Afiliza que certains connaissent, je pense, sur le marché français. Et ensuite j'étais chez Win. Après le futur, je j'ai pas de boule de cristal donc je pourrais pas te le dire. Encore une fois, ces tendances avec ChatGPT sont intéressantes et inquiétantes. Après, en France, on est très inquiet de beaucoup de choses. Aux States, ils sont plutôt en mode bon bah ok c'est comme ça, on va s'adapter, on va trouver des solutions tout de suite. Donc voilà, c'est des mindsets qui sont différents. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on bosse dans une boîte très internationale, il y a quand même, enfin, chez Nord, il y a quand même ce mindset très américain, c'est and so what, c'est ok, il y a ça, mais il faut on va trouver une solution, c'est pas grave, on va inventer de nouvelles choses et c'est pas grave. En France, on a encore ce truc, ah, mais s'il y a ça, bon, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas faire. On a des mindsets qui sont différents et je trouve que aujourd'hui sur l'avenir de l'affiliation et le bon mindset à avoir, c'est and so what. C'est il y a quoi après, comment est-ce que le marketing va évoluer, comment est-ce que le marketing digital va évoluer. Une des choses qu'on a d'intéressante, tu vois, ça va être il y a des marchés sur lesquels on travaille beaucoup YouTube sur l'affiliation. Donc on a plein de micro-youtubeurs qui se connaissent tous ensemble et sur lesquels on va aller travailler du coup tout le SEO naturel sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que les médias ont plus ou moins commencé à le voir, mais il y a beaucoup de vidéos YouTube qui remontent sur des requêtes produits aujourd'hui. Review de NordVPN, bon, si je parle de NordVPN, mais top 10 des PC gamers à moins de 1000 euros. Voilà, c'est des choses qu'on trouve dans le top 5 aujourd'hui des recherches Google et il y a encore peu de médias en France qui se sont mis dessus, en tout cas qui vont créer ce contenu-là. Il y en a quelques-uns, mais il y en a plein qui pourraient le faire. C'est assez facile à mettre en place en mode influenceur et qui pourraient aussi faire de la perf dessus. Donc ça, c'est une tendance qu'il y a aujourd'hui qui, en tout cas, fonctionne plutôt bien. Et l'autre tendance aussi de fond qui est en train de se mettre en place, mais on va voir un peu comment ça évolue, ça va aussi dépendre de Google, c'est tout ce qui va être les forums, tout ce qui va être Reddit. On voit qu'aux States, ils ont vraiment remonté les rankings de Reddit. Il y a de plus en plus de personnes qui vont taper des requêtes, soit sur Reddit, ou alors vont taper la requête et mettre Reddit à la fin pour avoir un résultat de Reddit. Donc des communautés qui vont partager leur avis sur les produits. Et donc là, il y a aussi un enjeu côté annonceur, mais aussi un enjeu côté média pour essayer d'aller se placer dessus. Attention, parce qu'il y a aussi beaucoup de contenu avec peu de qualité, on va dire de piètre qualité pour le dire poliment, sur Reddit, et donc ça pose aussi des problèmes. Et Google aujourd'hui fait la chasse d'ailleurs aux spammers et à ce genre de choses. Enfin, Google, non, Reddit ils font la chasse aux spammers là-dessus parce il y a des gros soucis. Donc voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais c'est deux grosses tendances qu'on peut aussi se voir dégager sur le marketing, encore une fois, à la performance X affiliation. Super intéressant. Et je voulais t'amener sur Reddit d'ailleurs. Donc c'est parfait que tu l'aies mentionné. Euh, je trouve quand même que c'est assez compliqué de spammer Reddit parce que les communautés sont quand même très bien gardées par les modérateurs. Et ça dure jamais très longtemps. C'est un peu comme Wikipédia, même si on retrouve des informations fausses sur Wikipédia ou sur Reddit. Je trouve que c'est quand même pas du niveau de Quora, tu vois. Si on devait faire une comparaison. Euh, mais Reddit, j'essaye vraiment en ce moment de trouver des gens spécialisés sur Reddit en France, de trouver même des chiffres, etc. Je sais qu'aux US, ils explosent.
Mais de plus en plus, moi, en fait, même pour quand je veux m'acheter, par exemple, un nouveau casque Bluetooth ou quoi que ce soit, je vais même plus sur Wirecutter ou sur TechRadar. Je vais directement taper Best Bluetooth Wire Oui. Headphone et plus Reddit. Parce que Ouais. en fait, j'ai pas forcément envie d'avoir les 4000 mots et l'expert soi-disant qui a passé 20 heures à faire son test labo. J'ai envie d'avoir vraiment un recueil de gens comme moi. Mais en France, j'ai pas l'impression que le forum, il y a des sous-communautés, des subreddits comme on dit francophones, mais c'est pas encore au niveau des US forcément. Et tu penses que ça se développe? Tu vois que Ouais, ça se développe? non, en France, pas trop, mais alors, oui, en France, en fait, on bosse, mais indirectement. Mais si tu veux, en fait, ce qui fonctionne en France, c'est les requêtes anglaises. Je vais te donner un exemple. On a eu les chiffres il y a pas longtemps. Euh, Aujourd'hui, on a, je crois que c'est 25% de nos utilisateurs qui utilisent NordVPN en anglais. Donc Ok. on sait que dans l'application ils ont piqué NordVPN, ils ont mis ils ont choisi le langage parce qu'on l'a dans leur compte client avec leur email et donc c'est setup en anglais et seulement 60% en français. Donc il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui qui fait des requêtes en anglais malgré ce qu'on peut croire, malgré que en France généralement on sait que on n'est pas très bon en anglais, il y a quand même beaucoup de monde qui le font et donc ils font ces requêtes en anglais. Donc on n'a pas encore de Reddit français qui fonctionne très bien, mais il y a beaucoup d'internautes français qui font ces requêtes en anglais. Après, des partenaires qu'on a, on n'en a pas énormément en France, non, non, très peu pour l'instant encore. Mais aux Ok. States, ça fonctionne bien et on peut travailler avec certaines pages de modérateurs qui vont parler du VPN. Nous, on peut pas influer sur le ranking, etc. Par contre, on va juste leur dire, bah, écoutez, vous pouvez le monétiser si vous voulez, et ils vont le monétiser. Et après, c'est expliqué à la communauté, comme qu'en gros, il n'y a pas d'influence sur le ranking. C'est juste que ça leur permet de vivre un peu de ça, de aussi donner plus de temps dessus, etc., etc. Donc le modérateur va remplacer le lien organique par un lien affilié Ils dans peuvent, les... ils peuvent, ils peuvent le faire dans certains cas. En Ok, l'expliquant à la communauté encore une fois, ils peuvent le faire. Ouais. ok, intéressant. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus, français ou étranger? Je peux pas répondre à cette question. Vraiment? Mais alors, hors niche, ah oui, mais vu que les VPN touchent à tous les pans de la vie, c'est un peu compliqué pour toi. J'ai la réponse. Hein. J'ai la réponse, mais je faut pas que ce soit dans le podcast. Ok, très bien. Est-ce que tu aimerais lancer un média et si oui, dans quel secteur, dans quelle niche? Ah, c'est une bonne question. Je pense que toute personne qui bosse en affil et sur du marketing à la performance est toujours demandé pourquoi pas lancer mon site sur une niche, quelque chose où il y a un peu moins de concurrence, etc., etc. Voilà. Après, ça demande beaucoup de boulot à côté aussi. Être éditeur, c'est aussi beaucoup de contraintes dont il faut être conscient aussi. Donc je me suis toujours imaginé pas mal de choses, mais pas de choses en particulier aujourd'hui sur le VPN. Mais tu vois, juste sur du gestion de mot de passe, c'est assez simple à mettre en place. On voit la concurrence qui est en France, elle n'est pas énorme. On a lancé des petits partenaires avec lesquels on travaille sur le VPN, qui ont lancé leur comparatif avec une quinzaine de contenus à côté. On les voit rentrer dans le top 15 assez facilement. Donc si tu veux, sans gros efforts, c'est des verticales qui fonctionnent. Donc ouais, je me lancerai pourquoi pas sur la partie gestion de mot de passe, parce que c'est aussi un produit qui est en devenir, sur lequel je pense que demain, aux nouvelles technologies qui arrivent, notamment Passkey, on devrait pouvoir aussi avoir une effervescence de la verticale. Donc pourquoi pas le gestion de mot de passe, tu vois, aujourd'hui. Ou le gambling. Le gambling, ça a toujours fonctionné aussi, mais les CPA sont de moins en moins intéressants. Donc Votre produit de gestionnaire de mots de passe, tu peux rappeler le nom? NordPass, D'accord. B2C et B2B. Très bien. Bah écoute, si des affiliés nous écoutent et qu'ils veulent explorer des nouvelles verticales, c'est gestionnaire de mots de passe. Et ici, mais éventuellement également, tu penses que c'est vraiment en devenir en France? L'eSIM, c'est en devenir, ouais. Si tu veux, demain, on aura plus. De toute façon, c'est assez logique, hein. Mais demain, sur l'ensemble des téléphones, il y aura plus de SIM physique, ça n'existera plus. Aujourd'hui, je pense que les télécoms bon, ils commencent à communiquer dessus. Moi, je vois pas mal de com de Bouygues et de Orange notamment qui communiquent dessus. Après, c'est sûr que ça facilite le changement de forfait, donc ils n'ont pas encore intérêt à trop le pousser. Mais demain, les constructeurs vont arrêter de le faire, de supporter les SIM physiques, c'est sûr à 100%. Donc, quand la notoriété de l'eSIM sera existante entre guillemets sur le marché français, mais pas que le marché européen. Oui, c'est un marché qui est aussi en devenir. On le voit depuis le Covid, c'est en train d'exploser.
aux States et ça explose au Canada. Voilà. Donc au Japon aussi d'ailleurs, ça marche très bien. Donc des marchés comme ça qui en ont besoin aussi, puisqu'on a la chance en Europe d'avoir le roaming dans tous les pays, donc le roaming, la data un peu dans tous les pays frontaliers, mais c'est pas le cas de tous les pays dans le monde, loin de là. Et il y a aussi beaucoup de Français qui voyagent par-delà l'Europe, et donc il y a des intérêts là-dessus. Donc non, c'est un marché en devenir. On est encore au tout début. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, moi, ce que je dis souvent à mes partenaires, c'est basique hein, en termes de SEO, mais plus vous ranquez tôt sur ces requêtes-là, plus vous avez de notoriété, plus vous avez d'ancienneté, mieux ce sera pour le futur. Donc, aujourd'hui, les médias ont tout intérêt à commencer cette verticale. D'ailleurs, depuis qu'on a lancé CLI, comme par hasard, tu pourras voir que certains, même plutôt pas mal de médias, ont commencé du coup à lancer la verticale, mais parce que ça fait sens. Même l'application, travailler avec des youtubeurs voyage ou des instagrammeurs voyage, etc. C'est vrai que c'est un no-brainer, quoi. J'imagine Ouais, pour tout le ces monde, tout le monde, tout le monde voit de fou, mais même des mecs qui sont, enfin, des Instagrammeurs qui sont digital nomades, des personnes qui voyagent à travers le monde, quels sont les top outils que j'utilise, VPN, Into Donc, c'est assez facile à pousser, en réalité. Bon, malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui, les aéroports sont pleins, donc, voilà, il y a quand même un intérêt, extrêmement fort pour l'eSIM quand on voyage, pour l'eSIM aussi d'ailleurs pour son téléphone de base, hein, pour son forfait, de base. Donc, non, non, c'est un intérêt qui est en croissance. Encore une fois, on prend exemple sur les États-Unis. Hein, voilà, c'est encore une fois le marché qui est moteur sur cette verticale-là, mais ça ne fait aucun doute. top. Est-ce que tu cherches des partenaires? Est-ce qu'il y a des recrutements en ce moment dans votre équipe performance chez NordVPN? C'est le moment de passer le message. Il n'y a pas de recrutement chez nous, il n'y a pas de poste ouvert à date. Par contre, des partenaires, on est toujours à la recherche de partenaires, on est toujours à la recherche d'idées. L'avantage, c'est qu'on a un produit qui est très flexible, donc on peut travailler presque toutes les verticales qu'on souhaite et qu'on veut. Et on a aussi identifié que, notamment, les 55-70 ans à peu près, donc on va dire, entre guillemets, les boomers, étaient une démographie à fort potentiel de croissance. Pourquoi? Parce que, on va dire que, sans blablatérer là-dessus, mais les, les antivirus sont encore extrêmement populaires, là où les VPN le sont beaucoup plus chez les jeunes aujourd'hui, puisqu'ils font aussi office d'antivirus aujourd'hui presque. Et donc, il y a quand même une pénétration de marché encore à faire sur le marché français, mais pas que sur l'ensemble des marchés. Donc, on cherche des partenaires pour le faire. On est à l'écoute. Mais même en règle générale, on est toujours à l'écoute de nouveaux partenariats, mais qui ont cette capacité à rentrer dans leur ligne édito la verticale du VPN. Si demain un partenaire vient juste me voir, et ça arrive souvent, hein, pour juste aller signer du fixe fee et écrire 4 articles, 5 articles, ou j'en sais rien, 10, ça dépend de sa taille, et que derrière il n'y a aucune strat SEO, il n'y a aucune strat CRO, aucune volonté de développer le partenariat et d'aller l'intégrer dans leur, encore une fois, dans leur ligne édito, on n'est pas vraiment intéressé parce qu'on sait que ça fonctionne pas. Top. Faut que je te mette en relation. Alors, tu le connais peut-être déjà, Jean-François Ferraud, chez Le Point. Ouais, je connais. Alors pour la petite histoire, Jean-François, c'était mon manager chez Win, c'est lui qui m'a recruté il y a 8 ans. Donc on se connaît bien. Ok, parce que je l'ai eu hier sur le podcast. L'épisode n'est pas encore publié quand on enregistre celui-ci. Mais justement, il développe une verticale chez Le Point, plus pour les seniors. Et Jean-François, c'est un féru d'affiliation. Enfin, il connaît tout, quoi. C'est un expert de l'affiliation, du content commerce, du marketing à la performance. Donc, effectivement, là, j'ai fait la connexion. Mais bon, si tu connais déjà, Non, mais j'imagine. c'est le point, en fait, la question, c'est plutôt comment est-ce que tu vas travailler cette strate de population, c'est quoi les requêtes qui vont aller taper, c'est quoi leur habitude de consommation, comment est-ce qu'on va les targeter, comment est-ce qu'on peut les convaincre. Donc la télé, évidemment, ça fonctionne très bien. Mais voilà, sur le reste, sur de la file, sur du market à la perf, il y a pas que la typologie de médias, il y a comment est-ce que ce média va le mettre en avant, comment est-ce qu'on va aller les chercher. Donc c'est plus toute cette réflexion-là auquel on essaie de réfléchir aujourd'hui. On n'a pas encore toutes les réponses, puisque les habitudes de consommation des personnes qui ont plus de 55 ans sont pas les mêmes que ceux qui ont entre 18 et 34 et ceux qui sont plutôt nos cœurs de cible de base. Donc voilà, il y a des questions là-dessus. Top. Ok. Et semaine prochaine, je reçois un autre acteur qui a pour le coup un site dédié aux plus de 55 ans. Il veut pas qu'on dise les seniors, donc c'est important l'aspect communication. Et je pense que l'épisode sera intéressant. Je vais pas les citer parce que si on doit reporter encore l'épisode, on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien noté. Et si des partenaires sont dans la silver economy, etc., bah, qui n'hésitent pas à te contacter, j'imagine. Carrément. Ok, top. Et le meilleur moyen justement pour te contacter? LinkedIn ou par mail. Très bien. Je mettrai ton LinkedIn dans la description.
Ouais, pas de souci. On est aussi à la recherche de partenaires brand to brand. Ça, c'est des choses qui nous intéressent. On a eu un partenariat à succès avec Revolut notamment. Mais voilà, donc faire des partenariats avec d'autres marques, on est aussi ouvert à ce genre de choses. Il faut évidemment trouver un juste milieu, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Tu peux en dire deux mots sur ce type de partenariat? Le but, c'est d'aller réfléchir à des synergies qu'il peut y avoir entre les produits ou l'activité d'une marque et la nôtre. Donc ça peut être, je sais pas moi, demain une agence de voyage, hein, on peut très bien imaginer vendre des VPN là-dessus. Ça peut être une boîte qui propose, moi je sais pas moi, des cartes bleues avec des abonnements très premium sur lesquels on peut intégrer des packages parce qu'ils veulent faire de l'upsell, ils veulent utiliser notre noto pour aller vendre leurs produits, etc. Donc ça, on est aussi capable de le faire. Voilà, c'est deux exemples concrets. Après, tout est à imaginer, tout est à construire. Mais c'est des choses qu'on commence à faire et pour l'instant, on a plutôt eu pas mal de succès. Donc, on est aussi en recherche plus ou moins active là-dessus. Ce sont des partenaires également à la performance ou pas du tout? On peut le faire en performance, ouais. Ah, c'est intéressant. Revolut, c'était géré par quelqu'un de mon équipe. Ok. Ah, mais c'est la première fois que j'entends ce type de partenariat. Brand to brand à la performance, Je te super. parlais de planter la graine, hein, mais en fait, c'est pour ça que j'aime pas parler d'affiliation. Marketing à la performance, on peut tout faire avec, on peut tout faire, on peut tout imaginer. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. La limite, c'est ton imagination, c'est ta créativité et c'est ta vision. Et là-dessus, en fait, tu fais ce que tu veux. Donc, du brand to brand, ça fonctionne aussi. Écoute, pour finir ce podcast, on élargit, c'est génial. Merci beaucoup, Romain. Avec grand plaisir, Ronan. Et puis, si tu as d'autres produits, peut-être qu'on pourra faire un épisode 2 sur un peu je sais pas, dans 6 mois, un an, sur comment vous en sortez avec Sailly, par exemple. Carrément, ça peut être une super idée, en vrai. Ok, très bien. Merci Avec grand encore. plaisir. Merci infiniment pour ta dispo, pour ta transparence, pour toutes tes infos. Je pense que ça va beaucoup inspirer les affiliés et ceux qui font du marketing à la performance et également Je veux dire affilié, t'inquiète, hein. les annonceurs. C'est pas un gros mot. Ah, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Les questions étaient en plus très pertinentes. Ça nous permet aussi d'avoir un éventail sur l'ensemble des sujets sur lesquels nous on réfléchit aujourd'hui. Et voilà, encore une fois, on peut pas partager tous nos secrets parce que ce serait public. Mais voilà, dans toutes les grandes tendances, c'est important aussi d'en parler. Et je pense que tu viens de parler de transparence, mais sans transparence, il n'y a pas de partenariat. Donc c'est hyper important d'essayer de l'être au maximum. Très bien. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Salut. Salut.